Imagine une femme, elle rentre chez elle le soir, pose ses clés sur la table et sourit, pas parce que quelqu'un l'attend, pas parce qu'un message la fait sourire sur son téléphone. Elle sourit simplement parce qu'elle est bien, parce que cet espace qui l'entoure, ce silence, cette lumière douce, du crépuscule qui filtre par la fenêtre, tout cela lui appartient et elle le ressent comme une richesse. Est-ce que tu connais cette femme? Est-ce que tu es peut-être cette femme? Ou est-ce que tu te demandes comment elle fait, comment elle a réussi à trouver cet équilibre que beaucoup cherchent sans jamais vraiment le toucher? Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose d'important, de quelque chose que notre société a longtemps regardé avec une certaine méfiance, voire avec de la pitié. Une femme seule. Ces deux mots, mis côte à côte, ont souvent été perçus comme une forme d'échec, comme une parenthèse triste dans une vie qui n'aurait pas encore trouvé son chapitre principal. Comme si la solitude était une salle d'attente et non une destination à part entière. Mais quelque chose est en train de changer profondément. Et ce changement, je l'observe depuis des années dans les consultations, dans les livres, dans les conversations que j'ai avec des femmes de tous âges, de tous horizons. Il y a des femmes qui ne vivent pas seules par défaut, qui ne sont pas seules parce qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un. Elles sont seules parce qu'elles ont choisi de l'être ou parce qu'elles ont appris à transformer une situation subie en quelque chose de vivant, de fertile et de profondément humain. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que ces femmes ont un secret, pas un secret au sens mystérieux du terme, pas quelque chose qu'elles cachent jalousement, mais un secret au sens d'une connaissance intérieure, d'une façon d'habiter leur vie, d'une relation à elles-mêmes qui est d'une rare profondeur. Et ce secret, il nous parle à tous, pas seulement aux femmes, pas seulement à ceux qui vivent seuls, il nous parle de ce que c'est d'être vraiment présent à sa propre existence. Je m'appelle Christophe André. Je suis psychiatre, psychothérapeute et depuis de nombreuses années, j'essaie de comprendre ce qui fait que certaines personnes traversent la vie avec une forme de grâce intérieure, même quand les circonstances sont difficiles. Et ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui pendant cette heure, c'est précisément ce territoire-là. Ce territoire de l'épanouissement solitaire, de la force tranquille, de la joie qui ne dépend pas d'un autre pour exister. Alors installe-toi confortablement. Prends le temps de respirer. Et laisse-moi te guider dans cette exploration. Commençons par le commencement. Par ce que nous faisons tous, souvent sans le réaliser, quand nous pensons à la solitude. Nous la jugeons, nous la mesurons à l'aune de ce qu'elle n'est pas. Une femme seule, nous pensons à ce qu'elle n'a pas, à ce qui lui manque, à ce vide supposé que sa vie contiendrait. Nous regardons sa table dressée pour une personne comme une image triste. Nous imaginons ces soirées comme des heures à remplir. Nous projetons sur elles notre propre peur de la solitude, qui est, il faut le dire, l'une des peurs les plus universelles de l'être humain. Mais voilà ce que j'ai appris, c'est ce que je voudrais partager avec vous dès le début de cette conversation. La solitude que nous craignons et la solitude que ces femmes habitent sont deux choses fondamentalement différentes. Ce sont deux états qui portent le même nom, mais qui n'ont presque rien en commun. La première, celle que nous craignons, c'est l'isolement. C'est le sentiment d'être coupé des autres, de ne pas compter pour quelqu'un, de traverser les jours sans être vu, sans être touché, sans laisser de traces dans le cœur d'un autre. C'est une douleur réelle. Une douleur que je ne veux pas minimiser, elle existe, elle blesse et elle mérite toute notre attention et notre compassion. Mais la deuxième forme de solitude, celle que ces femmes épanouies ont appris à cultiver, c'est quelque chose d'entièrement différent. C'est ce que les philosophes appellent parfois la solitude choisie. C'est la capacité d'être seul sans se sentir seul. C'est la capacité d'habiter sa propre présence comme on habite une maison qu'on anime, une maison où on se sent chez soi, en sécurité, en paix. Et cette distinction, elle est fondamentale parce que si on ne la fait pas, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. On confond deux réalités qui n'ont pas le même visage, pas le même goût, pas le même impact sur notre santé mentale et émotionnelle. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux femmes? Celle qui souffre de sa solitude et celle qui s'y épanouit. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas une disposition innée que certaines auraient et d'autres non. C'est quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut cultiver, qu'on peut développer. Et c'est précisément ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Le premier élément, et peut-être le plus fondamental, c'est ce que j'appelle la relation à soi-même. Pensez-y un instant. Nous passons beaucoup de temps à travailler sur notre relation aux autres. Nous lisons des livres sur la communication, sur l'amour, sur l'amitié, sur la façon de mieux comprendre ceux qui nous entourent. Mais combien de temps consacrons-nous à notre relation à nous-mêmes, à cette personne avec qui nous passons chaque seconde de chaque journée de notre vie entière? Il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait que nous soyons souvent les étrangers les plus proches de nous-mêmes.
Nous connaissons parfois mieux les habitudes de nos collègues que nos propres besoins profonds. Nous savons ce qui rend notre ami heureux, mais nous ignorons ce qui nous nourrit vraiment, nous au fond. Les femmes qui s'épanouissent seules ont, en général, développé une relation à elles-mêmes qui est à la fois honnête et bienveillante. Ces deux mots ensemble sont importants. Honnête parce qu'elles ne se mentent pas. Elles voient leurs peurs, leurs limites, leurs contradictions sans les fuir. Et bienveillante parce qu'elles ne se jugent pas avec sévérité pour tout cela. Elles se traitent comme elles traiterait une amie chère, avec douceur, avec patience, avec une forme de tendresse qui ne dépend pas des performances ou des réussites. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée en consultation il y a quelques années. Elle avait une cinquantaine d'années, vivait seule depuis une dizaine d'années après une séparation difficile et elle me disait quelque chose qui m'avait frappé. Elle me disait que pendant longtemps, elle avait attendu que quelqu'un vienne lui dire qu'elle était bien, qu'elle était assez, qu'elle méritait d'être aimée. Et puis un jour, elle avait réalisé que cette attente était épuisante, qu'elle passait sa vie dans une salle d'attente intérieure, les yeux rivés sur une porte qui ne s'ouvrait pas. Et ce jour-là, elle avait décidé de se dire ces choses à elle-même, pas de façon grandiloquente, pas dans une révélation soudaine, mais doucement, progressivement, en apprenant à se parler avec la même gentillesse qu'elle aurait eue pour une amie, et elle me disait que c'était la chose la plus transformatrice qu'elle avait jamais faite dans sa vie. Que cette femme avait découvert, c'est ce que les psychologues appellent l'autocompassion. Et c'est l'un des piliers les plus solides de l'épanouissement, qu'on vive seul ou accompagné. L'autocompassion, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de la complaisance. C'est simplement la capacité de se traiter soi-même avec la même bienveillance qu'on accorderait naturellement à quelqu'un qu'on aime. Christine Neff, une chercheuse américaine qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, explique que l'autocompassion repose sur 3 éléments. La bienveillance envers soi-même, la reconnaissance de notre humanité commune, c'est-à-dire le fait de se rappeler que souffrir, se tromper, ressentir de la douleur, c'est quelque chose que tous les êtres humains partagent, et enfin la pleine conscience, c'est-à-dire la capacité d'observer ce qu'on ressent sans se laisser emporter par ses émotions. Ces 3 éléments ensemble créent quelque chose de très puissant. Ils créent une base intérieure stable, un endroit en soi où on peut toujours revenir, quelles que soient les turbulences extérieures. Et les femmes qui s'épanouissent seules, elles ont souvent développé cette base, pas nécessairement de façon consciente ou théorique, souvent de façon intuitive, progressive à travers des années d'expérience, de questionnement, de traversée de moments difficiles, mais elles l'ont développé. Et c'est ce qui leur permet de ne pas dépendre d'une présence extérieure pour se sentir bien dans leur peau. Maintenant, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur quelque chose qui me semble très important. Parce que quand on parle de femmes qui s'épanouissent seules, il y a souvent une réaction que j'observe, une réaction qui vient de loin, qui vient de nos conditionnements culturels les plus profonds. Cette réaction, c'est le soupçon. On se dit oui, mais est-ce qu'elles sont vraiment heureuses? Est-ce qu'elles ne font pas semblant? Est-ce qu'elles ne se racontent pas une histoire pour supporter leur situation? Est-ce qu'au fond, elles ne souffrent pas en silence? Et je veux répondre à cette question honnêtement parce qu'elle mérite une réponse honnête. Oui, il y a des femmes qui souffrent de leur solitude et qui ne le montrent pas. Oui, il y a des personnes qui construisent une façade d'indépendance pour masquer une douleur intérieure. Cela existe et ce serait malhonnête de le nier. Mais non, ce n'est pas la réalité de toutes les femmes qui vivent seules et qui semblent épanouies. Et la différence, elle se voit. Pas toujours à l'œil nu, pas toujours immédiatement. Mais elle se voit dans la façon dont ces femmes parlent d'elles-mêmes, dans la façon dont elles habitent leur corps, dans la qualité de leur présence, dans leur rapport au temps, dans leur capacité à être choyeuses sans raison apparente. L'épanouissement véritable a une texture particulière, il n'est pas bruyant, il n'est pas performatif, il ne cherche pas à convaincre. Il est simplement là comme une lumière tranquille, comme une chaleur douce qu'on ressent en présence de certaines personnes. Et ce que je veux explorer maintenant, c'est comment on arrive là. Quelles sont les étapes, les pratiques, les transformations intérieures qui permettent à une femme ou à n'importe qui d'ailleurs de passer de la solitude subie à la solitude habitée? Si ce que nous explorons ensemble te touche, te parle, te donne envie d'aller plus loin, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. C'est une façon simple de me dire que ce travail a de la valeur pour toi et cela m'encourage à continuer à créer ce type de contenu. Merci. Revenons à notre exploration. La deuxième grande caractéristique des femmes qui s'épanouissent seules, c'est ce que j'appellerais la maîtrise de leur espace intérieur. Qu'est-ce que j'entends par là? Je parle de la capacité à habiter ses propres pensées, ses propres émotions, son propre monde intérieur, sans en avoir peur.
sans chercher à le fuir dans l'activité permanente, dans le bruit, dans les distractions. Nous vivons dans une époque qui a une relation très ambiguë avec le silence intérieur. D'un côté, tout le monde parle de méditation, de pleine conscience, de retour à soi. De l'autre, nous sommes entourés d'une infinité de sollicitations qui nous tirent constamment hors de nous-mêmes. Le téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, le flux continu d'informations. Tout cela crée un bruit de fond permanent qui rend très difficile le fait de simplement être avec soi-même. Et pour quelqu'un qui vit seul, ce bruit de fond peut devenir une façon de fuir la solitude plutôt que de l'habiter. On met la télévision un fond sonore non pas parce qu'on regarde quelque chose, mais parce qu'on ne supporte pas le silence. On scrolle sur son téléphone non pas parce qu'on cherche quelque chose, mais parce qu'on ne sait pas quoi faire de ce moment vide. Les femmes épanouies dans leur solitude ont appris à faire autrement. Elles ont appris à tolérer, puis à apprécier et finalement à rechercher ces moments de silence intérieur. Elles ont compris que le vide apparent n'est pas un vide réel. Que dans ce silence, il y a quelque chose de vivant, de riche, de précieux. Pensez à ce moment du matin, juste après le réveil, avant que la journée ne commence vraiment. Ce moment où vous êtes encore à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Ce moment où le monde n'a pas encore exigé quoi que ce soit de vous. Certaines personnes sautent immédiatement de ce moment pour attraper leur téléphone, pour vérifier leurs messages, pour se précipiter dans l'activité. D'autres s'y attardent, elles laissent ce moment exister. Elles respirent, elles sentent leur corps dans le lit, elles observent leurs premières pensées sans les juger. Cette différence, en apparence minuscule, révèle en réalité quelque chose d'important sur notre rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous avons besoin de fuir notre propre présence dès le réveil? Ou est-ce que nous sommes capables d'y rester, d'y être bien? Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est naturel pour tout le monde. Pour beaucoup d'entre nous, rester avec soi-même sans distraction est quelque chose qui demande un apprentissage, une pratique, parfois même un travail thérapeutique. Parce que souvent, ce que nous fuyons dans ces moments de silence, ce sont des pensées ou des émotions que nous préférons ne pas regarder en face, des peurs, des regrets, des questions sans réponse, des douleurs anciennes. Mais voilà ce que j'ai observé et ce que la recherche en psychologie confirme. Plus nous fuyons ces contenus intérieurs, plus ils prennent de la place. Plus nous les évitions, plus ils deviennent puissants, envahissants, difficiles à gérer. Alors que si nous apprenons à les regarder, à leur faire face avec douceur et sans jugement, ils perdent progressivement de leur emprise. C'est un peu comme ces ombres dans une pièce sombre. Tant qu'on ne les regarde pas, elles peuvent prendre toutes les formes, même les plus effrayantes. Mais dès qu'on allume la lumière et qu'on les regarde vraiment, on réalise souvent qu'elles étaient moins menaçantes qu'on le pensait. Les femmes qui s'épanouissent seules ont en général allumé cette lumière. Pas nécessairement toutes les lumières d'un coup, pas nécessairement sans aide, mais elles ont commencé ce travail d'exploration intérieure. Et ce faisant, elles ont transformé leur monde intérieur en un espace habitable, et un espace où elles peuvent se reposer, se ressourcer, trouver de la joie. Il y a une troisième dimension que je veux aborder maintenant, et elle est peut-être la plus contre-intuitive. C'est la question du lien social. On pourrait penser que les femmes qui s'épanouissent seules sont des femmes qui n'ont pas besoin des autres, des femmes autosuffisantes et indépendantes au point de ne pas ressentir le besoin de connexion humaine. Mais ce serait une erreur de lecture, une erreur importante. Ce que j'observe, c'est exactement le contraire. Les femmes épanouies dans leur solitude sont souvent des femmes qui ont des relations sociales riches, profondes, significatives. Mais ces relations ont une qualité particulière. Elles ne sont pas des relations de dépendance. Elles ne sont pas des relations où l'on cherche à combler un vide, à se remplir à travers l'autre, à trouver dans le regard de l'autre la validation dont on aurait besoin pour se sentir bien. Ces femmes choisissent leurs relations. Elles les cultivent avec soin. Elles savent ce qu'elles apportent et ce qu'elles reçoivent dans ces échanges. Et parce qu'elles ne sont pas dans le besoin, parce qu'elles ne cherchent pas à être sauvées ou complétées, elles peuvent être présentes à l'autre d'une façon beaucoup plus libre, beaucoup plus généreuse. Il y a quelque chose de beau dans cette idée. Quand on est bien avec soi-même, quand on n'a pas besoin de l'autre pour se sentir entier, on peut aimer l'autre d'une façon beaucoup plus pure. On peut être là pour lui non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on le choisit. Et cette différence, l'autre la ressent. Elle change la qualité de la relation de façon profonde. Je pense à une autre femme que j'ai accompagnée, une femme dans la quarantaine qui avait traversé une période de grande solitude après la fin d'une relation longue et douloureuse. Elle me racontait comment, pendant les premières années après sa séparation, elle s'était jetée dans des amitiés de façon presque désespérée. Elle avait besoin de remplir ses soirées, de ne jamais être seule, de sentir qu'elle comptait pour quelqu'un, et elle me disait que paradoxalement, plus elle cherchait ce contact, plus elle se sentait seule.
Parce que les relations qu'elle construisait dans cet état de besoin n'étaient pas vraiment des relations, c'était des béquilles, des façons de ne pas tomber plutôt que des façons de marcher ensemble. Et puis quelque chose avait changé, elle avait commencé à travailler sur elle-même, à apprendre à être seule, vraiment seule, sans fuir. Et à mesure qu'elle devenait plus à l'aise avec sa propre compagnie, ses relations s'étaient transformées. Elles étaient devenues moins nombreuses, mais infiniment plus profondes, plus vraies, plus nourrissantes. Elle me disait quelque chose que je n'oublierai pas. Elle me disait que maintenant, quand elle voyait ses amis, c'était un choix, un vrai choix, pas une nécessité. Et que cette différence changeait tout dans la façon dont elle vivait ces moments. Ce que cette femme avait découvert, c'est ce que les psychologues appellent parfois l'attachement sécure. Non pas dans le sens d'un attachement à une autre personne, mais dans le sens d'un attachement à soi-même. Une sécurité intérieure qui permet de s'engager dans des relations sans en avoir peur, sans y chercher ce qu'on ne peut trouver qu'en soi-même. Parlons maintenant d'un autre aspect qui me tient particulièrement à cœur. Celui du rapport au temps. L'une des choses les plus frappantes chez les femmes qui s'épanouissent seules, c'est leur rapport au temps. Elles ont un rapport au temps qui est radicalement différent de ce que notre culture nous impose. Nous vivons dans une époque qui valorise l'occupation permanente. Être occupé est devenu une forme de statut social. Dire que l'on est débordé, que l'on n'a pas le temps, que l'agenda est plein, tout cela est perçu comme un signe de valeur, d'importance, de réussite. Le vide, le temps libre, le temps non structuré, tout cela est regardé avec suspicion. Comme si ne rien faire était une forme de paresse, de manque d'ambition, de gaspillage. Mais les femmes épanouies dans leur solitude ont souvent renversé cette hiérarchie. Elles ont appris à valoriser le temps vide. Non pas le temps de la procrastination ou de l'ennui subi, mais le temps de la présence, le temps de la rêverie, le temps de la contemplation. Elles s'asseoir dans un café sans regarder leur téléphone et simplement observer le monde autour d'elles. Elles savent passer une heure dans leur jardin à ne rien faire d'autre que sentir le soleil sur leur peau et écouter les oiseaux. Elles savent lire un livre sans culpabiliser de ne pas être en train de faire quelque chose de plus productif. Et ce rapport au temps, ce n'est pas de la paresse, c'est une forme de sagesse. C'est une compréhension profonde de ce que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi appelait le flux, cet état d'absorption totale dans le moment présent qui est l'une des sources les plus profondes de bien-être humain. Quand on vit seul, on a potentiellement accès à une ressource extraordinaire, la liberté de son propre temps, la liberté de décider comment on va vivre chaque heure de sa journée, sans avoir à négocier, sans avoir à s'adapter aux besoins et au rythme d'un autre. Et les femmes épanouies dans leur solitude ont appris à utiliser cette liberté de façon consciente et intentionnelle. Elles ont développé des rituels, des pratiques qui rythment leur journée leur donnent un sentiment de continuité d'essence, de structure, non pas des rituels rigides qui deviennent des prissants, mais des rituels souples qui deviennent des ancres. Le café du matin avec un livre, la promenade du soir, la musique qu'on écoute en cuisinant, le journal qu'on écrit avant de dormir. Ces petits rituels ont une importance que nous sous-estimons souvent. Ils créent une forme de présence à soi-même. Il dit ce moment est important, je suis là, je vis cela pleinement. Et cette présence répétée, accumulée, finit par créer quelque chose de très précieux. Un sentiment de continuité, de cohérence, d'habiter vraiment sa propre vie. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Chaque geste compte et m'aide à continuer ce travail. Merci. Je voudrais maintenant aborder quelque chose de plus délicat. Quelque chose dont on parle rarement mais qui est, je crois, au cœur de ce que nous explorons aujourd'hui. C'est la question du désir. Quand on parle de femmes seules, on parle souvent de ce qu'elles n'ont pas. On parle du manque de présence physique, du manque d'intimité, du manque d'une relation amoureuse, et ces manques sont réels. Je ne veux pas les nier. Le besoin de connexion, le besoin d'intimité, le besoin d'être touché, aimé, désiré, ce sont des besoins humains fondamentaux. Ils ne disparaissent pas parce qu'on choisit de vivre seul. Mais ce que j'observe chez les femmes épanouies, c'est qu'elles ont une relation différente à leurs désirs. Elles ne les nient pas, elles ne les répriment pas. Mais elles ne les laissent pas non plus définir leur bonheur ou leur sentiment de complétude. Il y a une différence fondamentale entre désirer quelque chose et avoir besoin de quelque chose pour être heureux. On peut désirer une relation amoureuse, désirer la présence d'un autre, désirer l'intimité, tout en étant pleinement heureux dans l'instant présent, sans que ce désir soit une source de souffrance permanente. Les bouddhistes ont une façon très intéressante de penser à cela. Ils font la distinction entre le désir naturel qui est simplement une aspiration, une orientation vers quelque chose de plaisant et l'attachement qui est la conviction que sans cette chose, nous ne pouvons pas être bien. C'est l'attachement qui souffre.
pas le désir. Les femmes épanouies dans leur solitude ont souvent consciemment ou non appris à désirer sans s'attacher, à aspirer à la connexion sans en faire une condition de leur bonheur. Et cette liberté intérieure leur permet de vivre le présent avec une légèreté que beaucoup leur envient. Je veux aussi parler de quelque chose que j'appelle la créativité de la solitude. Il y a une longue tradition dans l'histoire de l'humanité de personnes qui ont trouvé dans la solitude une source extraordinaire de créativité, de profondeur, de renouvellement. Les grands mystiques, les philosophes, les artistes et les écrivains, beaucoup d'entre eux ont témoigné de ce que la solitude leur avait apporté. Non pas comme une privation, mais comme une ouverture. Quand on est seul, vraiment seul, sans les bruits et les demandes constantes de la vie sociale, quelque chose se libère en nous. Des pensées qui n'auraient pas eu la place d'émerger dans le brouhaha du quotidien font surface. Des connexions se font entre des idées qui semblaient sans rapport. Une créativité se déploie qui n'aurait pas pu exister dans un contexte de présence permanente à l'autre. Les femmes qui s'épanouissent seules ont souvent découvert cette créativité. Pas nécessairement au sens artistique du terme, même si beaucoup d'entre elles se mettent à la peinture, à l'écriture, à la musique, à la danse, mais au sens plus large de la créativité de vie. La capacité d'inventer sa propre façon de vivre, de créer des rituels qui lui sont propres, de construire un espace qui lui ressemble, de trouver des façons de donner sens à son existence qui ne dépendent pas des schémas préétablis. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de n'avoir à répondre qu'à soi-même, de pouvoir décider, ce soir, je mange ce que j'ai envie de manger, j'écoute la musique que j'ai envie d'écouter, je lis jusqu'à l'heure que je veux, je passe la soirée à faire quelque chose qui n'a aucun sens pour personne d'autre qu'est moi. Cette liberté, quand elle est habitée consciemment, est une forme de créativité. Parlons maintenant d'un aspect que je trouve particulièrement fascinant du point de vue psychologique. C'est la question de l'identité. Qui sommes-nous, vraiment, quand personne ne nous regarde ? Qui sommes-nous quand nous ne jouons aucun rôle social, quand nous ne sommes pas la fille de quelqu'un, la collègue de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la compagne de quelqu'un ? Qui sommes-nous dans notre nudité la plus profonde, dans notre être le plus essentiel? C'est une question que beaucoup d'entre nous évitent, parce qu'elle est vertigineuse, parce qu'elle peut révéler des choses que nous préférerions ne pas voir, parce qu'elle nous confronte à notre propre mystère. Mais les femmes qui s'épanouissent seules ont souvent eu le courage de se poser cette question et de rester avec elle, de ne pas chercher une réponse rapide et rassurante, mais d'explorer ce territoire avec curiosité et ouverture. Et ce qu'elles ont souvent découvert, c'est que leur identité était beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressante qu'elles ne le pensaient. Que sous les couches de rôles sociaux et d'attentes culturelles, il y avait quelqu'un avec des goûts, des valeurs, des aspirations, des façons d'être au monde qui lui étaient propres. La psychologue Carl Rogers parlait de ce qu'il appelait le soi authentique, l'idée que sous toutes les adaptations que nous faisons pour correspondre aux attentes des autres, il y a un noyau de nous-mêmes qui est authentique, qui est vrai, qui est vivant, et que le chemin vers le bien-être passe par une réconnexion avec ce noyau. La solitude, quand elle est habitée de façon consciente, peut être un chemin extraordinaire vers ce soi authentique, parce qu'elle nous oblige à nous confronter à nous-mêmes sans les filtres sociaux habituels. Elle nous oblige à décider, et non pas en fonction de ce que les autres attendent de nous, mais en fonction de ce que nous ressentons vraiment, de ce que nous voulons vraiment, de ce que nous sommes vraiment. Je veux maintenant aborder quelque chose qui me semble crucial pour comprendre le secret de ces femmes, c'est leur rapport à la vulnérabilité. Nous vivons dans une culture qui valorise la force, l'indépendance, la résilience. Être vulnérable est souvent perçu comme une faiblesse. Montrer ses doutes, ses peurs, ses moments de fragilité est vu comme quelque chose de risqué, quelque chose qui pourrait nous exposer au jugement ou au rejet des autres. Et pour les femmes seules en particulier, il y a une pression supplémentaire. La pression de prouver qu'elles vont bien, de montrer qu'elles n'ont pas besoin d'aide, qu'elles se débrouillent parfaitement, qu'elles sont heureuses et épanouies. Comme si admettre un moment de doute ou de tristesse confirmerait les préjugés de ceux qui pensent que vivre seul est forcément une situation difficile. Mais voilà ce que j'ai appris et ce que la chercheuse Brené Brown a magnifiquement documenté dans ses travaux. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est la source de notre connexion la plus profonde avec les autres. Et plus important encore pour notre propos aujourd'hui, c'est aussi la source de notre connexion la plus profonde avec nous-mêmes. Les femmes qui s'épanouissent seules ne sont pas des femmes qui n'ont jamais peur, jamais de doute, jamais de moments de tristesse ou de découragement. Elles sont humaines, elles ressentent tout cela, mais elles ont appris à accueillir ces états avec une certaine grâce, à les laisser traverser sans les amplifier, sans en faire une catastrophe, sans les nier non plus. Elles ont développé ce que j'appelle une tolérance émotionnelle, la capacité de ressentir des émotions difficiles sans être submergées par elles.
de les laisser exister, de les observer, de les comprendre et de les laisser passer. C'est un peu comme savoir nager dans la mer. La mer a des vagues, parfois des tempêtes. Quelqu'un qui ne sait pas nager sera terrassé par la première vague, un peu forte. Mais quelqu'un qui a appris à nager, qui connaît la mer, qui lui fait confiance, peut naviguer dans ses eaux même quand elles sont agitées. Non pas parce que la mer est moins forte, mais parce que lui a développé la capacité de s'y mouvoir. La vie émotionnelle fonctionne de la même façon. Les émotions difficiles ne disparaissent pas parce qu'on apprend à les gérer, mais on apprend à les traverser sans se noyer. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ta présence ici a de la valeur pour moi et chaque abonnement m'aide à continuer ce travail. Je veux maintenant parler de quelque chose que j'appelle la gratitude active. Il y a une différence entre la gratitude comme concept intellectuel et la gratitude comme pratique vivante. Beaucoup de gens savent qu'ils devraient être reconnaissants pour ce qu'ils ont, ils le savent intellectuellement. Mais cette connaissance reste en surface. Elle ne descend pas dans le corps, elle ne colore pas la perception quotidienne de la réalité. La gratitude active, c'est autre chose. C'est la capacité de s'arrêter dans le cours ordinaire de la journée et de vraiment ressentir la valeur de ce qui est là, pas d'une façon forcée ou artificielle, mais d'une façon authentique, incarnée, présente. Les femmes épanouies dans leur solitude ont souvent développé cette pratique. Elles savent s'arrêter devant un coucher de soleil et vraiment le voir, pas seulement le photographier pour le poster quelque part. Elles savourer leur café du matin avec une présence totale, en sentant la chaleur de la tasse dans leurs mains, en goûtant chaque gorgée. Elles savent s'asseoir dans leur appartement, regarder autour d'elles et ressentir une véritable satisfaction pour cet espace qu'elles ont créé, qui leur ressemble, qui est leur. Cette gratitude active a des effets mesurables sur le bien-être. Les recherches en psychologie positive, notamment celles de Martin Seligman et de son équipe, ont montré que la pratique régulière de la gratitude est l'une des interventions les plus efficaces pour augmenter le bonheur. Subjectif. Et cet effet est particulièrement puissant pour les personnes qui vivent seules, parce qu'il les aide à trouver de la richesse dans leur quotidien sans avoir besoin de la validation d'un autre. Je pense aussi à quelque chose que j'appelle la beauté des petites choses. C'est une expression que j'utilise souvent parce qu'elle capture quelque chose d'essentiel dans l'art de bien vivre. Nous avons tendance à attendre les grands moments pour être heureux, les voyages extraordinaires, les célébrations importantes, les réussites majeures. Et ces moments ont bien sûr leur valeur. Mais si nous ne savons pas trouver de la beauté et de la joie dans les petites choses du quotidien, nous passons la plus grande partie de notre vie dans une attente du bonheur plutôt que dans le bonheur lui-même. Les femmes épanouies dans leur solitude ont souvent développé une sensibilité particulière aux petites choses. La lumière d'un après-midi d'automne sur les feuilles, l'odeur d'un livre qu'on vient d'ouvrir, la texture d'un tissu doux, le son de la pluie sur les vitresses, ces petites perceptions sensorielles qui, si on leur accorde de l'attention, peuvent devenir de véritables sources de joie. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas une façon de se contenter de peu, c'est au contraire une façon très sophistiquée d'habiter sa propre existence, c'est la capacité de trouver de la richesse là où d'autres ne voient que de l'ordinaire. Je veux maintenant aborder un aspect qui est souvent négligé dans les discussions sur la solitude et l'épanouissement. C'est la question du corps. Nous sommes des êtres incarnés. Nous ne vivons pas seulement dans notre tête, nous vivons dans un corps qui ressent, qui perçoit, qui a des besoins, qui porte les traces de notre histoire. Et pour les personnes qui vivent seules, la relation au corps peut devenir particulièrement importante. Et quand on vit avec quelqu'un, il y a naturellement des moments de contact physique. Un câlin le matin, une main posée sur l'épaule, la chaleur d'un corps à côté du sien la nuit. Ces contacts physiques ont une importance que nous sous-estimons souvent. Ils régulent notre système nerveux, ils renforcent notre sentiment de sécurité, ils nous ancrent dans le présent de façon très concrète. Quand on vit seul, ces contacts naturels sont moins fréquents. Et les femmes épanouies dans leur solitude ont souvent développé des façons de prendre soin de leur corps d'une façon consciente et intentionnelle. Non pas comme une compensation, mais comme une pratique de présence à soi-même. Le yoga, la danse, la natation, la marche de nature, le massage, tous ces rituels corporels ne sont pas des luxes. Ce sont des façons de maintenir une connexion avec son propre corps, de l'habiter pleinement, de lui accorder l'attention et le soin qu'il mérite. Je connais une femme d'une 60aine d'années qui vit seule depuis de nombreuses années, qui rayonne d'une vitalité que beaucoup lui envient. Et quand je lui demande son secret, elle me parle toujours de son corps. Elle me dit qu'elle a appris à écouter son corps comme elle écouterait un ami proche. Elle lui fait confiance, elle lui accorde ce dont il a besoin.
et en retour, il lui donne une énergie, une présence, une joie d'être en vie qui est palpable. Ce n'est pas un hasard. La connexion corps-esprit est l'une des réalités les mieux documentées en psychologie et en neurosciences. Notre état physique influence profondément notre état mental et émotionnel. Et prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Parlons maintenant de quelque chose qui me touche beaucoup personnellement. C'est la question du sens. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé ce qu'il appelait la logothérapie, avait une conviction profonde. Il pensait que le besoin de sens est le besoin humain le plus fondamental encore que le bonheur, parce que quelqu'un qui a un sens à sa vie peut traverser presque n'importe quelle souffrance. Alors que quelqu'un qui a tout ce qu'il lui faut matériellement, mais qui n'a pas de sens, peut sombrer dans une profonde détresse. Les femmes qui s'épanouissent seules ont souvent trouvé un sens à leur vie qui ne dépend pas de leur statut relationnel. Elles ont des passions, des engagements, des projets qui les animent. Elles contribuent au monde d'une façon qui leur est propre. Elles ont des valeurs claires qui guident leurs choix quotidiens. Ce sens peut prendre des formes très différentes. Pour l'une, ce sera un engagement professionnel intense et passionné. Pour une autre, ce sera la créativité artistique. Pour une troisième, ce sera l'engagement communautaire, le bénévolat, la contribution à une cause qui la dépasse. Pour une quatrième, ce sera la connexion avec la nature, avec le vivant, avec quelque chose qui la relie à quelque chose de plus grand qu'elle-même. La forme n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la présence de ce sens, ce sentiment que ma vie a une direction, qu'une valeur, que ma présence dans le monde fait une différence, même petite, même imperceptible pour la plupart. Et voilà quelque chose d'intéressant que j'ai observé. Quand une femme a trouvé ce sens, quand elle est portée par quelque chose qui la dépasse, la question de la solitude ou de la vie en couple perd son urgence. Elle reste peut-être présente comme un désir, comme une aspiration, mais elle ne définit plus son bonheur, elle ne conditionne plus son sentiment de valeur ou de complétude. Si ce contenu t'aide, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de recevoir plus de contenu comme celui-ci. Je voudrais maintenant parler de quelque chose que j'appelle la sagesse de la limite. Nous vivons dans une culture qui valorise l'expansion permanente. Toujours plus, toujours mieux, toujours davantage. Plus de succès, plus de relations, plus d'expérience, plus de possessions. Cette logique de l'accumulation est profondément ancrée dans notre façon de penser le bonheur. Mais les femmes épanouies dans leur solitude ont souvent développé une sagesse différente, la sagesse de la limite, la capacité de dire c'est assez. Non pas par résignation, non pas par manque d'ambition, mais par une compréhension profonde de ce qui nourrit vraiment et de ce qui ne fait que remplir. Elles ont appris à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Dans leur relation, elles préfèrent quelques liens profonds à un réseau social étendu mais superficiel. Dans leurs activités, elles préfèrent quelques engagements significatifs à une liste interminable de choses à faire. Dans leur espace de vie, elles préfèrent un environnement simple et beau à une accumulation d'objets sans âme. Cette sagesse de la limite est en réalité une forme de liberté. Parce que moins on a besoin, plus on est libre. Moins on dépend de facteurs extérieurs pour son bonheur, plus on est maître de sa propre joie. Les philosophes stoïciens avaient une expression pour cela. Ils parlaient de l'autarcie qui signifie littéralement se suffire à soi-même, non pas dans un sens d'isolement ou de rejet des autres, mais dans le sens d'une indépendance intérieure. La capacité de trouver en soi-même les ressources nécessaires pour faire face à ce que la vie apporte. Cette autarcie intérieure est, je crois, l'un des secrets les plus profonds des femmes épanouies dans leur solitude. Elles ont développé une richesse intérieure qui leur permet de ne pas dépendre des circonstances extérieures pour être bien. Elles peuvent être heureuses dans un appartement simple, dans une soirée ordinaire, dans un moment sans événement particulier, parce que leur bonheur ne vient pas de dehors, il vient de dedans. Je veux maintenant parler d'un dernier grand thème avant de conclure, c'est la question de la croissance. L'une des choses les plus frappantes chez les femmes épanouies dans leur solitude, c'est qu'elles sont en mouvement. Elles ne se sont pas installées dans une forme de confort statique. Elles continuent à apprendre, à se remettre en question, à se transformer. Leur solitude n'est pas une fin en soi, c'est un espace à partir duquel elles continuent à grandir. Cette croissance peut prendre 1000 formes. Apprendre une nouvelle langue, une nouvelle compétence, explorer un domaine qui les attire depuis longtemps, entreprendre un voyage en solo qui les pousse hors de leur zone de confort, s'engager dans une thérapie pour mieux se comprendre, lire, réfléchir, questionner leurs propres croyances et leurs propres habitudes. Ce mouvement est vital, parce que l'être humain est fondamentalement un être de croissance.
Quand on cesse de grandir, quelque chose en nous se referme, quelque chose se dessèche. Et inversement, quand on est en mouvement, quand on continue à apprendre et à se transformer, il y a une vitalité, une curiosité, une joie d'être en vie qui est palpable. Les femmes épanouies dans leur solitude ont compris cela. Elles ne se disaient pas « ma vie est complète telle qu'elle est, je n'ai besoin de rien d'autre ». Elles se disaient plutôt « je suis bien là où je suis et je continue à avancer, je suis en paix avec ce que je suis et je continue à devenir ». Cette double posture, être en paix avec le présent et continuer à se transformer, est peut-être la formule la plus juste pour décrire ce qu'est vraiment l'épanouissement. Pas la satisfaction figée d'avoir tout accompli, mais la joie vivante d'être un chemin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une phrase que j'ai entendue un jour et qui m'a accompagné depuis. Elle dit quelque chose comme ceci: le bonheur n'est pas une destination. C'est une façon de voyager, et les femmes épanouies dans leur solitude ont compris cela de façon viscérale. Elles ne cherchent pas à arriver quelque part, elles cherchent à vivre pleinement là où elles sont, tout en restant ouvertes à ce qui vient. Voilà, nous approchons de la fin de cette exploration. Et avant de conclure, je voudrais faire un moment de synthèse. Je voudrais rassembler les fils que nous avons tissés ensemble pendant cette heure. Nous avons parlé de la relation à soi-même, de cette capacité à se traiter avec bienveillance et honnêteté, à se faire confiance, à se reconnaître comme digne d'amour et d'attention. Nous avons parlé de la maîtrise de l'espace intérieur, de la capacité à éviter le silence sans en avoir peur, à explorer son monde intérieur avec curiosité plutôt qu'avec crainte. Nous avons parlé de la qualité des liens sociaux, de cette façon de choisir ses relations plutôt que d'en dépendre, d'aimer librement plutôt que de s'accrocher par peur. Nous avons parlé du rapport au temps, de la capacité à valoriser le présent, à créer des rituels qui nourrissent, à trouver de la richesse dans le quotidien ordinaire. Nous avons parlé du désir et de l'attachement, de cette sagesse qui consiste à aspirer sans s'enchaîner, à vouloir sans en faire une condition de son bonheur. Nous avons parlé de la créativité, de la solitude, de cette liberté extraordinaire qu'est la possibilité d'inventer sa propre façon de vivre. Nous avons parlé de l'identité authentique, de ce soi profond qui émerge quand on cesse de jouer des rôles et qu'on ose simplement être. Nous avons parlé de la vulnérabilité, de la tolérance émotionnelle, de la capacité à traverser les moments difficiles sans se noyer. Nous avons parlé de la gratitude active, de la beauté des petites choses, de cette sensibilité aux richesses ordinaires qui est au cœur du bonheur quotidien. Nous avons parlé du corps, de l'importance de l'habiter pleinement, d'en prendre soin comme on prendrait soin d'un ami précieux. Nous avons parlé du sens, de cette boussole intérieure qui donne une direction à la vie indépendamment des circonstances extérieures. Nous avons parlé de la sagesse de la limite, de cette liberté que donne le fait de ne pas dépendre de l'accumulation pour être bien. Et nous avons parlé de la croissance, de ce mouvement permanent qui est la signature d'une vie pleinement vécue. Tout cela ensemble, c'est le secret des femmes qui s'épanouissent seules. Et je veux dire quelque chose d'important à ce sujet. Ce secret n'est pas réservé aux femmes, ce n'est pas réservé aux personnes qui vivent seules. Ce sont des vérités sur la nature humaine, des vérités sur ce qui nous permet de vivre bien, de vivre pleinement, de trouver de la joie et du sens dans notre existence, quelle que soit notre situation relationnelle. Ces femmes nous enseignent quelque chose de précieux. Elles nous montrent qu'il est possible de ne pas dépendre d'une présence extérieure pour être heureux. Elles nous montrent que la richesse intérieure est une richesse réelle, peut-être la plus réelle de toutes. Elles nous montrent que la solitude, quand elle est habitée consciemment et avec amour, peut être non pas une prison, mais un espace de liberté extraordinaire. Et ce qui nous révèle de nous-mêmes, c'est que nous avons tous cette capacité. Nous avons tous en nous les ressources nécessaires pour être bien avec nous-mêmes, pour nous faire compagnie. Pour trouver de la joie dans notre propre existence, pour être, comme on dit si joliment, notre propre meilleur ami, cela ne veut pas dire qu'il faille vivre seul. Cela ne veut pas dire que les relations ne sont pas importantesses, elles le sont profondément, mais cela veut dire que notre bonheur ne devrait jamais entièrement dépendre d'elles, que nous devrions toujours avoir en nous-mêmes une source de bien-être qui ne dépend que de nous, parce que les autres peuvent partir, les circonstances peuvent changer. La vie peut nous surprendre de façon que nous n'avons pas prévue, et si notre bonheur reposait entièrement sur des fondations extérieures, il est fragile. Mais si nous avons développé cette richesse intérieure dont nous avons parlé aujourd'hui, alors nous avons quelque chose de solide, quelque chose qui résiste aux tempêtes, quelque chose qui est vraiment nôtre. Je pense à une image que j'aime beaucoup, celle d'un arbre en hiver. En hiver, l'arbre a perdu ses feuilles. Il est nu, il peut sembler mort, il peut sembler vide. Mais sous la terre, ses racines sont profondes, vivantes, nourrissent. Et quand le printemps revient, ces racines permettent à l'arbre de refleurir, de se couvrir à nouveau de feuilles et de fleurs.
Les femmes épanouies dans leur solitude sont comme cet arbre. Leur vie peut parfois sembler simple de l'extérieur, sans l'effervescence visible d'une vie sociale intense, mais leurs racines sont profondes. Leur vie intérieure est riche et elles fleurissent à leur façon, dans leur temps, selon leur propre rythme. Alors je voudrais terminer avec un message d'espoir. Un message qui s'adresse à chacun d'entre vous, quelle que soit votre situation. Si vous vivez seul et que vous souffrez de cette solitude, sachez que cette souffrance est normale, qu'elle est humaine et qu'elle peut se transformer, pas nécessairement en trouvant quelqu'un, mais en apprenant à vous trouver vous-même, en développant cette relation à vous-même qui est la base de tout épanouissement. Si vous vivez seul et que vous vous épanouissez, sachez que vous avez quelque chose de précieux. Quelque chose que beaucoup cherchent sans le trouver. Prenez-en soin, continuez à le cultiver. Et ne laissez pas les regards extérieurs vous faire douter de la valeur de ce que vous avez construit. Si vous vivez avec quelqu'un, sachez que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui vous concerne aussi. La relation à soi-même, la richesse intérieure, la capacité à être bien avec soi-même, tout cela est la fondation d'une relation saine et épanouissante avec un autre. On ne peut vraiment aimer quelqu'un qu'à partir d'un lieu de plénitude intérieure, pas à partir d'un lieu de manque. Et pour chacun d'entre vous, quel que soit votre chemin, je voudrais vous laisser avec cette pensée. Vous êtes déjà entier, vous êtes déjà complet. Non pas dans le sens où il n'y a rien à apprendre, rien à transformer, rien à découvrir, mais dans le sens où vous n'avez pas besoin d'une pièce manquante extérieure pour être un être humain entier et digne d'amour. Cette pièce, vous l'avez déjà, elle est en vous, elle a toujours été là. Le chemin de l'épanouissement, c'est le chemin qui mène à cette découverte. Et c'est un chemin que vous pouvez commencer à marcher dès aujourd'hui, dès maintenant, à partir de l'endroit exact où vous êtes. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci d'avoir pris le temps de vous offrir cette heure de réflexion et de présence à vous-même. C'est déjà, en soi, un acte d'amour envers vous-même. Si ce contenu t'a été utile, si ces réflexions t'ont touché ou t'ont donné envie d'explorer davantage, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une amie qui traverse une période difficile, peut-être quelqu'un qui cherche des réponses, peut-être simplement quelqu'un qui mérite d'entendre que sa vie telle qu'elle est a de la valeur et de la beauté. On se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie intérieure et n'oubliez jamais que la personne la plus importante avec qui vous passerez votre vie entière, c'est vous-même. Apprenez à l'aimer, apprenez à lui faire confiance et laissez cette relation être la plus belle que vous ayez jamais construite.